la ménopause vous fait prendre du poids. C'est pas nouveau, tout le monde le sait, hein. Donc, en vieillissant, vous remarquerez peut-être que le maintien de votre poids habituel, ça devient un petit peu plus... Bon, moi, personnellement, je ne me pèse pas, ça va beaucoup plus vite, mais vous pouvez remarquer la différence par rapport à ce dans quoi vous rentrez, hein, ou ne rentrez plus, plutôt, en termes de pantalon, même si c'était élastique. Bref, il y a beaucoup de femmes qui prennent du poids au moment de la transition à la ménopause. Et puis alors, c'est persineux parce que c'est doucement, hein. Moi, je sais que j'ai commencé à perdre ma ligne de jeune fille autour de la quarantaine. À 40 ans, ça allait encore, quoi. Mais après, ça a commencé à... Mais bon, on ne va pas se plaindre. Avant, j'étais plate comme une limande. Maintenant, j'ai des seins. Il faut voir le bon côté des choses. J'ai quand même, toute ma vie, j'ai pu mettre des tout petits machins de rien du tout. Et maintenant, paf, si je veux, je peux en mettre plein la vue. Voilà. Donc, ah oui, bon, Laurence qui a perdu 33 kilos grâce à mes cours, ça c'est différent. Bon, mais ça, elle a fait exprès. Mais donc, à moins de prendre des médicaments. Donc, la prise de poids de la ménopause n'est pas inévitable quand même, hein. Donc, on peut tout à fait inverser le cours des choses en prêtant attention à tout avant. Seulement, le truc, c'est que souvent, on ne se doute pas. Je veux dire, on ne se doute pas quand on arrive autour de 38, 39, 40, 41, que si on déconne, si on continue à déconner, on va le sentir passer. On ne se doute pas que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut se dire, oh my God, pour l'instant, tout va bien, je peux me descendre 10 pains au chocolat et je m'en fous, ça ne se verra pas si je fais gaffe demain. Eh ben, il y a un moment où ça s'arrête. Et moi, en ce qui me concerne, bon, je suis fille de danseuse et j'ai toujours vécu dans un environnement où prendre 100 grammes, c'était la cata, on se faisait traiter de baleine échouée. Et j'en parlais encore avec ma mère ce matin, qui me dit, ouais, tu te rends compte, depuis le confinement, gna, je dis, maman, je ne sais pas si tu t'es vue, mais quand même, toute ta vie, tu n'as jamais été, enfin, je veux dire, si maintenant tu commences à avoir un petit peu de forme, ça va, quoi, c'est pas dramatique. Ah bon, tu trouves? Je dis, bah oui, accessoirement, je peux quand même te rappeler que tu as toujours été comme ça, quoi. Ce qui est normal pour une danseuse. Si elle n'est pas filiforme, la nana, elle passe pas, quoi. Mais bon, à 80 ans et quelques, je pense que ça peut commencer à devenir acceptable d'avoir un petit peu quelque chose qui dépasse, et encore avec elle, à mon avis. Donc, c'est beaucoup, beaucoup dans la tête, hein, tout ça, hein. Et donc, on va parler de tout ça. On va parler de ce qui vient de votre perception, ce qui et de votre culture, évidemment, hein. Mais de ce qui est le plus important. Il faut regarder ce qui est le plus important. Donc, on va en parler. Ah, attends, excusez-moi, de tout ça. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, ah, oui, bon. Alors, c'est pour celles qui ne me connaissent pas. C'est juste pour que je précise que je suis aromathérapeute holistique, enseignante, auteure, mais surtout que je me consacre à éveiller les femmes aux alternatives non médicamenteuses, de prendre soin d'elles, hein. Mais bon, donc, j'éduque les femmes sur comment ne pas tomber dans la trappe des médicaments pour le restant de leur jour. Mais surtout, j'ai 55 ans et je suis toujours pas ménopausée. Yes. Alors bon, c'est vrai, j'ai toujours mes règles tous les mois. Et je ne me suis pas encore transformée en loukoum. Mais même si mon corps est plus vraiment celui de ce que j'ai vu, hein, voilà, je me doute bien que ça ne sera plus jamais comme avant. Mais en fait, j'ai compris en lisant un bouquin il n'y a pas longtemps, enfin, j'ai découvert que basiquement, quand on fait attention à ce qu'on mange pour des raisons de santé et pas de poids, hein, quand on fait attention à son équilibre en général, il y a une étude qui a montré que les femmes qui buvaient régulièrement des jus de légumes et évitaient le sucre, enfin des trucs comme ça, avaient cessaient d'avoir leurs règles en gros 3,3 années plus tard que la moyenne.
Bon, moi, je pense que je suis encore plus tard que la moyenne. Euh, j'ai jamais fait rien. Bah, en fait, je veux vous dire un truc. Pour celles qui sont dans le même cas que moi, pour celles qui se disent tous les mois, oh, mais c'est pas vrai encore. En même temps, dites-vous que tant mieux, parce que on reste jeune plus longtemps, basiquement. C'est que dès que tout s'arrête, c'est un petit peu la dégringolade. Et il faut aussi prévoir le gag, et c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Prévoir. Donc, on va parler de votre bonheur d'abord. J'aime bien commencer par ça. Donc, il s'agit de vous. Alors, même si on va parler prise de poids à la ménopause, le plus important dans l'histoire, c'est qu'il s'agit de votre bonheur. C'est vrai, c'est quoi votre problème avec la prise de poids? Est-ce que c'est parce que ça vous met euh, votre santé en danger, ou est-ce que c'est que vous devez racheter toute votre garde-robe parce que vous ne rentrez plus dans rien, ou est-ce que parce que vous dites ça y est, c'est foutu, je vieillis, je deviens un loukoum et je ne plairai plus à personne. Oui. Alors, je vous ai mis donc effectivement quelques lignes écrites par le docteur Northrop, qui fait partie des filles que je lis parce qu'elle est moins con que les autres, surtout en tant que médecin. On ne va pas demander à un médecin d'être hyper génial, mais en ce qui concerne celle-là, oui. Et elle vous dit, donc, elle parle de l'énergie centripète. Donc, c'est celle voilà, qui vient, enfin, surtout chez les femmes, en fait, elle vient d'en bas et elle monte, alors que chez les hommes, elle vient d'en bas, en haut et elle descend. Et donc, elle dit que cette force d'ancrage affecte tout le monde autour de nous parce que les femmes ont tendance à être le centre de leur foyer, assumant la responsabilité psychologique du bien-être des autres membres de la famille. Le bien-être de la famille et de la société elle-même dépendant du fait que les femmes deviennent et restent en bonne santé. Si nous, on ne va pas, les filles, c'est la cata, partout. OK? D'ailleurs, il y a un dicton ici aux States qui dit « Happy wife, happy life ». Bon, celle qui ont séché l'anglais en sixième, c'est femme joyeuse, vie joyeuse, en gros. Donc, nous devons, qu'elle dit Christiane, nous devons donc de prendre le temps dont nous avons besoin pour guérir et être en bonne santé, heureuse et entière. Bon, entière, ça c'est un truc d'américain. Whole, oui, c'est ça, c'est vraiment intégral, hein, je dirais, intégral. Ça veut dire qu'il y a une cohésion entre notre esprit, notre corps, notre âme, tout ça, et qu'on soit les plus alignés possible. C'est encore autre chose. Bref, l'énergie centripète, donc, est une énergie qui attire l'énergie de la Terre depuis les pieds et qui spirale autour de l'utérus, les seins, les amygdales. Okay, ça, c'est nous. C'est pas les garçons. Alors, tout ça, c'est une question de pouvoir. Si vous n'avez pas trouvé de pouvoir durant toute votre vie, une fois arrivé à l'âge canonique de 45 ans, disons, il n'est toujours pas trop tard, vous pouvez vous réveiller. On appelle ça l'appel du réveil. Voilà, si vous voulez savoir où se trouve réellement votre pouvoir, vous n'avez pas besoin de regarder plus loin que le processus de votre corps que vous avez appris à rejeter, à nier ou en avoir peur. Bon, je vais pas revenir en long, en large, en travers sur tout ce que j'enseigne dans Santé Intime, sur les effets du patriarcat, de la culture, de comment les hommes ont toujours eu tellement peur du pouvoir des femmes lié au fait qu'elles ont un vagin et un utérus et pas eux. Enfin je veux dire, et ça c'est marrant parce que ma fille qui est en master de sexologie, elle apprend exactement la même chose, on leur apprend tout l'impact du patriarcat et de la culture depuis des siècles pour annihiler le pouvoir des femmes. Ça devient gonflant à force, ces histoires de... Plus on creuse, plus on voit à quel point, mais qu'est-ce qu'on a pu se faire écraser, quoi. Et qu'est-ce qu'on a pu se prendre dans les fibres et dans nos ADN respectifs le fait que les règles, c'est sale, que notre anatomie, c'est sale, qu'à telle période de la vie, on est sale, que la ménopause, ça veut dire qu'on est des vieux croutons, bons, rebus, etc. C'est bon, là, ça va.
Ça suffit, quoi. Et effectivement, dans ce qui est à rejeter, à nier, d'ailleurs, moi, je ne vais pas commencer à lister toutes les pratiques religieuses qui nous écartent au moment de nos règles. Hein. Mais bon, c'est vrai que le cycle menstruel, le travail de l'accouchement, ça, c'est la source de tous les appels au réveil. Hein. Finalement, on a l'occasion à la ménopause de tout envoyer balader. Vous allez comprendre. En fait, c'est l'adolescence à l'envers, tout ça. On peut assimiler la ménopause à une forme d'adolescence à l'envers. Donc, c'est les mêmes émotions rageuses qu'on a éprouvées pendant la puberté qui reviennent souvent. Alors, on nous traite de pénibles, mais on s'en fout. Si cette bande d'abrutis de mecs, au départ, n'avait pas tout fait pour qu'on ne manifeste pas notre pouvoir et qu'on ne s'exprime pas en tant que femme et qu'on ne soit pas aligné dès notre plus jeune âge, eh ben, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, tant pis pour eux si on devient pénible à la ménopause. Je n'irai pas plus loin dans la suite de mes pensées ni de mes gestes, mais je le pense. Et je le fais. Bref. Donc, au début de la quarantaine, on a l'expérience de la vie et les compétences nécessaires pour vivre selon les préceptes de notre âme. De même que les règles, la grossesse, l'accouchement, nos variations hormonales, notre identité de femme ont toujours été reléguées à l'arrière-plan, incomprises et médicalisées. Il en est de même pour la ménopause, trop compliqué pour les hommes. Je ne vais pas revenir sur à quel point on est un problème pour beaucoup de médecins ou de praticiens du monde médical en général, parce qu'on est trop compliqué pour eux à tous les niveaux. Ils ont beau étudier les hormones féminines, ça ne leur donnera pas accès à beaucoup de choses qu'on ne peut comprendre que si on est une fille. Je suis désolée. Déjà parce que nous, on a un niveau d'empathie et d'accès à la compréhension des autres et au ressenti des autres qui est bien supérieur aux garçons en général. En général, je veux dire, si on prend une population entière, sur 100%, il n'y aura que 20% d'hommes qui seront capables de ressentir ce que les autres ressentent. Alors que nous, c'est quelque chose que, bon, ça fait partie de notre vie, je dirais, malheureusement. Ça sera un autre sujet encore. Hein. Bref, ménopause, malgré ce que les hommes en disent, ça ne veut pas dire vieillesse. Ça ne veut pas dire qu'on a vieilli et que les carottes sont cuites. On vit dans une culture agiste, comment on dit, enfin bon, jeuniste, dans laquelle la plupart des gens croient qu'il est naturel que les personnes vieillissantes deviennent déprimées, fatiguées, incontinentes, asexuées, oublieuses et séniles. D'ailleurs, c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique se jette dessus. D'ailleurs, tout le monde vous le fait penser depuis très tôt. Hein. On vous médicalise depuis le début, hein, depuis tout petite déjà. Et on vous fait croire que si vous ne prenez pas de médicaments, si vous ne prenez pas ci, ça, nanana, en vieillissant, vous êtes foutu. Hein, vous allez forcément crever d'un cancer du sein pas traité. Okay, et donc, ne plus facilement perdre du poids, ça fait partie des afflictions de la vieillesse qu'on vous attribue aussi au fait que maintenant que vous devenez un vieux crouton sans règles et que vous ne servez plus à grand-chose, grossissez, mais on a sans doute un médicament pour. Tout ça, c'est dans la tête, hein, les filles. Ce qui est vachement important, c'est de renverser le processus qui se passe là-dedans. Moi, je dis souvent qu'on a le droit de vieillir, enfin, je veux dire, prendre des années, mais pas nécessairement de vieillir. Moi, mes gosses, ils me prennent pour un enfant de 5 ans. Enfin, ils me disent, de toute façon, toi, tu as un âge mental de 5 ans. Oui, ils n'ont peut-être pas tort. Je m'extasie sur les petites choses. Voilà. Je vois en général toujours le bon côté des choses, des gens aussi. Je m'adapte beaucoup. Et sans doute que je fais une erreur. J'ai toujours tendance à penser que les autres sont comme moi, à avoir le bon côté des choses et à ne pas essayer de chercher ce qu'il y a de pire chez les autres. Sauf que physiquement, ce qui ici aux États-Unis est encore plus flagrant parce qu'en dépit de mes extravagances vestimentaires, je ne ressemble quand même pas vraiment à une Américaine.
Il m'arrive quand même de me mettre dans la peau d'une femme de mon âge et j'y arrive pas. Je passe pas non plus, je ne pense pas vraiment comme une femme de mon âge non plus. Et maintenant, je me mets à regarder les filles autour de moi et me dire, elle a quel âge celle-là? Des fois, je demande à ma fille, tu crois qu'elle a quel âge celle-là? Oh, elle a au moins ton âge. Et je me dis, mais mon Dieu, mais purée, mais tout sauf ressembler à ça, quoi. Et je crois qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont la tête qu'elles ont et le poids qu'elles ont à leur âge parce qu'elles se disent que bah, c'est ce qu'on attend d'elles, en fait. C'est ce qu'on s'attend à voir chez une femme de leur âge, de cet âge-là. OK? Euh, alors moi, je n'ai pas grand-chose à voir avec les femmes de ménage, les femmes de mon âge et les femmes de ménage non plus. En dehors de mes élèves avec lesquels j'ai beaucoup de choses en commun, j'ai pas grand-chose. Euh, Bon, nous, ici, on voit tout aux États-Unis, mais on voit beaucoup plus qu'ailleurs des femmes qui assument, en fait, leur corps. Moi, il y a des trucs qui m'épatent. Je vois des nanas, pour moins que ça. Bon, encore une fois, je suis la fille d'une danseuse complètement obsédée sur j'ai une petite varice là, j'irai plus me mettre en short. Ça y est, c'est fini, ça, c'est ma mère. Moi, ça y est, j'ai passé le stade. Moi, la varice, bon, j'ai du bol, j'en ai pas, mais si j'en avais une, bon, j'ai quelques veines pétées quand même. J'ai quand même eu 2 grossesses, ça se voit. Mais je ne vais pas m'empêcher de me mettre en short pour ça, même si je ne me mets pas un short à rala. Okay, mais j'en vois tous les jours des nanas qui font au moins du 50 en taille et qui ont des tout petits shorts, rien du tout. Et que je me dis, mais mon Dieu, mais cachez-moi ça, quoi. Mais je me dis, bravo, parce qu'elles s'en foutent. Et là, ici, on va leur dire, good for you. Okay, elles assument. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête. OK? Il faut assumer. Tout ça pour vous dire que vous ne pouvez plus vous contenter d'arrêter le pain et les gâteaux pour remettre une petite robe. Vous ne pouvez plus continuer à ignorer vos besoins physiques, émotionnels et spirituels et espérer que votre corps suive l'air de rien. Et votre corps vous dit, il y a plus à faire qu'à être fataliste. On vous dit, cesse de faire ce qui te fait du mal, consacre-toi à ce qui te fait du bien. Et il est temps de faire ce qui fait du bien et d'arrêter ce qui fait du mal. Mais surtout, il faut être capable de ne pas juste se contenter de faire ce qu'on pense va acheter l'amour des autres, va acheter la considération des autres. Il faut faire uniquement ce qui va vous, vous montrer que vous méritez d'un petit peu d'être aimé, vous méritez de faire attention à vous, vous méritez de prendre de l'âge sans que ça se voit. Vous n'êtes pas forcé de tomber dans le panneau. Donc, tout va se jouer à la préménopause. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent durant leur ménopause. Il n'y a pas que la prise de poids, il n'y a pas que les bouffées de chaleur et les crises de nerfs. Il y a aussi l'atrophie vaginale, il y a des risques de fractures. Enfin, il y a toute une liste de cochonneries qui peuvent nous arriver. Et donc, on ne peut pas en dissocier la prise de poids. Tout est dans le même panier. Et le panier, eh ben, c'est l'épuisement chronique des ressources métaboliques de la femme pendant les années préménopausées. Si on fait l'andouille à ce moment-là et qu'on se vide et qu'on n'apprend pas à ce moment-là à gérer le stress, on se prépare des années plus compliquées. Okay, la facilité et le moment de transition vers cette étape dépendent de la force des surrénales de la femme et de sa nutrition globale. Donc, vous allez le voir, c'est tout une histoire d'apprentissage, de gestion de stress. Dès qu'on a des variations hormonales, même déjà quand on est en préménopause, il y a un tas de trucs qui ne nous stressaient pas avant qui nous stressent. Il y a un tas de trucs qu'avant on laissait glisser qui ne la glissent plus. Il y a un tas de trucs qu'on avalait pour... Et maintenant, non, ça suffit, on n'avale plus. On ne fait plus de téflon. On se le fabrique parce qu'on veut avoir la paix, mais on ne digère plus comme avant. Et maintenant, il va falloir qu'on exprime les choses. Il va falloir qu'on mette le doigt sur les trucs. Il va falloir qu'on les gère. Il va falloir qu'on évite que tout ce qu'on a souvent avalé sans rien dire et qu'on a absorbé, on a absorbé des chocs avant, tout ça ne se transforme pas en poids et en maladie après. Et donc, c'est
Parce que c'est justement tout ce que vous avez absorbé en tant que choc, en tant que stress, en tant que mauvais traitement que vous avez laissé faire avant, parce que vous pouviez, je veux dire, c'était pas aussi pesant qu'après de les absorber, de les récupérer, d'y survivre. Tout ça, si vous ne les gérez pas, si vous vous en débarrassez pas, si vous ne réagissez pas, si vous apprenez pas à vous en méfier avant, ça va vous faire grossir après, malheureusement. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de femmes qui souffrent pendant leur ménopause, mais il y a aussi la prise de poids liée à la génétique. Alors, celle qui se reconnaît pas dans sa mère, sa tante ou sa grand-mère, eh ben, elle a été adoptée. Hein. Euh, moi, je sais que je vois exactement, mais d'où j'ai récupéré ma fesse, tellement typique, qui n'a rien à voir avec celle de ma fille, ni avec celle de ma mère. Euh, je vois exactement à ma façon de, de, de m'arrondir là, mais pas là, etc. Et de garder une certaine tonicité musculaire. Pourquoi j'ai ça et pourquoi. Vous voyez, il y a des choses quand même qui sont typiquement liées à la génétique. Et donc, il faut quand même accepter certaines choses. OK? Bon, je ne vous dis pas qu'il faut accepter. Non, il ne faut pas accepter. Il y a des trucs inacceptables. Mais quand c'est acceptable, ça soit acceptable. OK. Vous reconnaître dans certains parents, c'est normal et c'est acceptable. OK. Alors, la prise de poids à la ménopause, tout le monde va vous le dire, les changements hormonaux de la ménopause pourraient vous rendre plus susceptible de prendre du poids autour de l'abdomen qu'autour de vos hanches et de vos cuisses. Mais les changements hormonaux seuls ne provoquent pas nécessairement une prise de poids pendant la ménopause. Il y a aussi une prise de poids qui est généralement liée au fait que votre masse musculaire se réduit, que la perte de masse musculaire, ça ralentit la vitesse à laquelle votre corps utilise les calories, c'est le métabolisme. Et si vous continuez à manger comme vous l'avez toujours fait, sans augmenter d'activité physique, par exemple, bah là, oui, évidemment, vous risquez d'épaissir. Hein. Mais surtout, si vous n'apprenez pas à réduire votre stress, le déséquilibre de vos glandes surrénales va vous empêcher de le perdre d'autant plus. Okay. Donc, il va y avoir... On n'est pas dans une situation où il n'y a que le poids à considérer. On est dans une situation où votre système nerveux et votre niveau de stress jouent. Okay. Il y a une étude britannique, sympa, qui disent que, alors ça s'appelle UK Women's Cohort Study. Ils disent que ce soit pour lutter contre le stress ou pour éviter le pire côté ligne, on en revient toujours aux huiles de poisson, donc tout ce qui est anti-inflammatoire naturellement, quoi, l'huile de poisson, huile de lin, graines de chia, des trucs comme ça, et légumineuses, légumes et tout. Et alors, donc, il y a cette étude qui nous apprend que, bon, ils ont fait ça sur 35 000 femmes hein, quand même. Sur 35 000 femmes, ils ont vu donc que celles dont l'alimentation comprenait beaucoup d'huile de poisson et de légumes frais retardaient leur dernière règle de 3,3 d'année. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Et voilà, et c'est la conséquence logique de la relation entre nutrition et équilibre hormonal. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas, il y en a qui font partie de mes élèves santé intime, là. On vient juste de terminer une série de cours santé intime et avant la fin déjà, il y en avait qui ont recommencé à avoir leurs règles alors qu'ils croyaient que c'était fini. Il y en a qui ont recommencé à les avoir normalement alors que c'était en train de se pointiller. Tout ça parce qu'on a travaillé sur l'image de soi, sur la compréhension de ce qu'on vaut, sur l'estime de soi, sur se débarrasser de freins, de blocages, de choses qui alourdissent
notre immunité, notre régénération cellulaire, qui rendent les choses compliquées. Donc, en travaillant sur ce qui fait que vous ne pouvez pas vous débarrasser de maladies récurrentes, d'infections qui reviennent sans arrêt, si on travaille sur l'origine de ces maladies récurrentes, automatiquement, on travaille sur la régénération cellulaire et votre capacité à sortir de ce qui va dans la dégénérescence et vers la vieillesse. Et automatiquement, vos hormones, ça en fait partie, et automatiquement, le fait de recommencer à avoir vos règles, c'est un signe que tout baigne, quelque part. Ça, c'est m'est arrivé plusieurs fois avec des clientes. Des nanas qui étaient sûres qu'il n'y avait pas eu de règles depuis un an, et hop, c'est reparti comme en 40. Là, dans ce cas-là, il faut être vachement contente. Dans ce cas-là, il faut se dire, bon, c'est un peu un sursis, je dirais. Okay. Donc, chez une femme en bonne santé, les surrénales seront en mesure de graduellement relayer la production hormonale des ovaires. D'accord? Donc, la production hormonale des ovaires, surtout en ce qui concerne les oestrogènes, va être relayée par le cerveau aussi beaucoup. Donc, on sait à quel point ce qu'on appelle leaky gut, donc l'intestin hyperperméable, s'accompagne toujours d'un cerveau hyperperméable. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Si votre cerveau est inflammé, il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner normalement. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui démarrent par l'état de votre ventre. Enfin, ça, on en reparlera. Donc, ça, c'était l'étude qui dit que plus les surrénales fonctionnent bien, plus vous avez suffisamment d'énergie pour être actif physiquement et pas vous transformer en loukoum. Okay. C'est vrai que je vois, il y a un des symptômes classiques de la ménopause, c'est vraiment de mal dormir, bon, de ne plus avoir de libido, donc de même pas avoir un petit sursis de pêche pendant la nuit pour faire un peu de galipette. Et du coup, ça se sent sur l'état d'énergie en général et la capacité à en dépenser de l'énergie. Ça, c'est clair. Donc, les surrénales des femmes. Je vous ai mis une petite liste de ce qui est classique, qui montre que vos surrénales, c'est plus ça, quoi. Parce que la majorité des femmes qui approchent la ménopause dans l'état de pauvreté nutritionnelle et émotionnelle va avoir aussi un problème de surrénale et donc va se sentir épuisée. Elle va avoir du mal à sortir du lit le matin, elle va avoir besoin de café, de snacks sucrés toute la journée, surtout en fin de matinée, dans l'après-midi pour tenir. Elle va avoir du mal à s'endormir, elle va ruminer, sa libido va être à zéro. Et tout ça, c'est des signes que les surrénales sont sans doute épuisées. Et ça ne va même pas se voir au test sanguin. Ça, j'ai précisé parce que j'ai bien aimé que ça soit précisé dans l'étude que j'ai lue. Ce n'est pas des choses qui se voient au test. Non, parce que je sais que les Françaises en particulier ne jurent que par les examens, les prises de sang. Il y a beaucoup de trucs qui ne se voient pas là-dedans. Alors, il faut parler du tabouret, stéroïdes, surrénales, thyroïdes. Donc, c'est en fait les 3 pieds du tabouret. Les surrénales, ce n'est pas les seuls à être impliqués, en fait, parce qu'il faut mieux parler du trio stéroïdes, surrénales, thyroïdes. Les stéroïdes, c'est les hormones sexuelles, à savoir progestérone, oestrogène, testostérone. Tout est complètement impliqué. Il faudrait que je le retrouve. J'avais un jour suivi une formation où le type il faisait une démonstration au tableau sur quand ceci va pas, ceci va pas. J'ai marqué quelque part, ça ne jamais été mis dedans. Enfin, bref. Donc, il y a une relation entre la fonction des surrénales, celle de la thyroïde et les stéroïdes. C'est un tabouret à 3 pieds. Et s'il y en a un qui ne marche pas, le tabouret, il tombe. Okay. Donc, quand un des pieds est défaillant, tout se casse la figure et surtout vous, quoi, en fait. C'est à ce moment-là que vous avez les idées brouillées, des insomnies, de l'hypoglycémie, des sensations de froid, de la dépression, de la mauvaise mémoire, des envies de sucre,
des maux de tête. Sympa ça. Et là, vous vous dites, et si c'était l'hypothyroïdie? Et de toute façon, je vais vous dire un truc, les filles. Après 40 ans, bon, je dirais, elle est autour de 45, mais souvent avant, c'est clair qu'on n'a plus la thyroïde qui marche comme avant. Hein. Euh, il y a même des chances pour que vous fassiez des nodules de la thyroïde. Et si vous tombez sur un tout un petit peu intelligent, il va vous dire, vous allez voir là, ah ouais, effectivement, je le sens, vous avez une thyroïde un peu, un des nodules. Bon, à votre âge, ça va. Sinon, il va vous dire, oh, vite, on va aller faire un test sanguin, on va aller tester votre TSH, etc. Et là, évidemment, il va vous trouver des trucs bizarres, forcément. Dès qu'on commence à chercher au niveau de la thyroïde, on trouve. Or, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut beaucoup plus se baser sur l'expérience, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, plus que dans les tests, les résultats de tests, c'est bien là, quoi. Surtout quand tout vient des surrénales, comme en général, c'est le cas après un certain âge. Parce que quand les surrénales sont épuisées, votre thyroïde et vos ovaires, eh ben, elles ne travaillent plus normalement. Et ce n'est pas parce qu'on va vous donner des machins du type lévothyrox que subitement vos surrénales vont aller mieux. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui ne comprennent pas pourquoi je ne comprends pas. Alors, on m'a donné un médicament pour la thyroïde, mais alors vraiment, je ne me sens pas mieux qu'avant. Ben ouais, forcément, s'il n'y en a pas un qui va aller regarder que c'est du côté des surrénales que ça ne va pas. Hein. Bref, no comment. Et le pire, c'est que quand vos surrénales sont épuisées, vous avez des problèmes de cortisol, ça on verra après, et c'est là que vous grossissez. Parce que le stress émotionnel, eh ben, ça fait grossir. Voilà. La charge émotionnelle, souvent inconsciente, qui vous empêche de maigrir, eh ben, elle vous pousse à grossir. On l'appelle le stress émotionnel non résolu. Alors, si mes élèves là, santé intime sont là, ils pourront dire combien de fois on a parlé de ce qu'elles ont hérité d'il y a longtemps, de ce qu'elles ont récupéré ou de leurs parents, ou de leur culture, ou de leur... qu'on appelle ça. Oh, je dis en anglais, ça m'énerve, c'est ça. Leur, bref, leur éducation. Et des trucs qui sont installés de 0 à 7 ans, même au niveau de la conception, et qui font qu'aujourd'hui, eh ben, elles sont hypersensibles à certaines choses. Il y en a, ça va être la honte, la peur d'être jugée, euh, la hantise d'être parfaite afin d'acheter l'amour sans lequel elles ne peuvent pas vivre. Il y a énormément de petites choses comme ça. Et ça crée un stress souvent inconscient, mais permanent, un stress émotionnel qui va créer des hausses de cortisol dans l'organisme, qui va faire chuter votre immunité, qui va se transformer en sucre, qui va vous faire grossir. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez en termes de régime, de machin. Ça ne changera rien du tout. Il faudra juste identifier d'où vient votre colère, votre culpabilité, votre anxiété, votre peur, votre dépression, tout ce qui fait que vous manquez de plaisir dans la vie. Et si en plus vous avez un pervers narcissique dans votre entourage, il faudra aussi l'identifier, le virer de votre vie et vous réapprendre à vivre sans. Il y en a beaucoup. Ce qui joue aussi, c'est le manque de soleil, la douleur chronique, la maladie chronique, les traumas. Souvent, comme ils ont été traumatisants, je veux dire, ils sont enfouis au niveau du subconscient, très, 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 très loin pour que vous y pensiez plus parce que c'est trop difficile. Et il faut souvent le faire remonter et le faire cicatriser pour que ça ne provoque pas de stress émotionnel inconscient. Okay. Avec tout ça, il y a le manque de sommeil. Il y a du coup l'excès d'alimentation raffinée souvent, le manque de nutriments. Ah oui, alors le manque de nutriments, ce n'est pas que histoire de manger, pas manger. Hein. Le manque de nutriments, ça dépend complètement de la façon dont vous acceptez de recevoir la nutrition. Si vous pensez que vous êtes trop... Ok.
que vous ne valez rien, que vous ne valez pas suffisamment pour recevoir l'abondance de nutriments, vous n'allez pas recevoir d'abondance de nutriments. Okay, et vous allez être en permanence en manque de plein de choses. Et surtout en manque de minéraux. Et c'est le manque minéral qui fait que vous souffrez émotionnellement en permanence. Okay, et aussi, ce qui peut provoquer un stress émotionnel, c'est tout simplement de la chirurgie. Et alors, il y a un truc, bon, on n'en parle pas là, mais j'ai lu en faisant des recherches pour d'autres, enfin bon, pour des cas dont je m'occupe, c'est hallucinant le nombre de filles qui se font retirer les ovaires ou qui subissent des hystérectomies autour de 40 ans. Mais parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile. Une fois que c'est fait, c'est enlevé. Et pour les garçons, de toute façon, c'est pas beaucoup. Oh, vous avez déjà eu vos enfants, de toute façon, c'est pas grave. Hein, vous n'allez pas en refaire. Bon, vous enlevez tout ça. No comment. Mais en tout cas, c'est suffisant pour faire grossir. OK? Alors, si vous avez suffisamment de cortisol, c'est tout un programme de cortisol. Le cortisol, c'est quelque chose qui est produit par les surrénales. Hein, et si vous en produisez en bonne quantité, vous augmentez naturellement votre endurance, mais surtout, ça va aller là où vous en avez besoin pour ne pas grossir. Parce que, en fait, si vous avez juste la bonne dose de cortisol, votre foie va le convertir facilement, va convertir les acides aminés en glucose. Vous pouvez vous défendre, du coup, contre les allergies, les inflammations. Vous vous sentez beaucoup plus stable émotionnellement. Vous mobilisez les acides gras dans le sang, donc qui va être pris dans vos cellules graisseuses pour être utilisé pour de l'énergie, pour vous donner la pêche. Vous résistez beaucoup mieux aux infections, à toute forme de trauma, encore une fois. C'est-à-dire que vous êtes plus en état de faire face à vos traumas. Et vous avez suffisamment d'énergie pour augmenter votre masse musculaire et faire fondre votre niveau de graisse. Alors, la méditation peut faire chuter le stress. Alors, je vous ai mis ça en titre, mais en fait, j'aurais dû dire qu'est-ce qui se passe si vous ne réussissez pas à faire baisser si vous ne maintenez pas votre cortisol. En fait, c'est ça, si vous ne parvenez pas à faire baisser votre niveau de stress, vous ne risquez pas de maigrir. Vous ne pouvez y arriver que si vous agissez sur votre niveau de DHEA. La DHEA, c'est vrai que c'est un complément alimentaire, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup à la jeunesse, hein, comment rester jeune plus longtemps. C'est cette hormone, c'est une hormone mère, si je peux dire. Hein. C'est l'hormone qui va affecter tous les autres niveaux d'hormones. Mais l'idéal, ce n'est pas de la prendre en gélule, hein, c'est l'augmenter en apprenant à penser avec votre cœur. Et je pense à ça. Vous verrez le lien avec le cortisol après. Hein. Je voulais juste vous mettre ça sur la DHEA là. Parce que je vais vous donner un petit exercice là pour vous entraîner à y arriver en fait. C'est une technique qui, après 1 mois d'utilisation, a fait que les gens ont augmenté de 100% leur DHEA. Et il n'y a rien de tel que la DHEA que vous produisez vous-même. Hein. Ce n'est pas comparable avec les DHEA. Encore une fois, vous pouvez bouffer tout ce que vous voulez en termes de compléments alimentaires. Non. Si vous, dans votre tête, ne méritez rien et n'êtes pas assez bien pour recevoir quoi que ce soit, votre DHEA, ça va vous glisser dessus. Hein. Alors que si vous la fabriquez, ça change tout. Et là, cet exercice-là, en fait, est super utile, pas que pour la DHEA. Alors là, celles qui ont souvent, qui regardent ce que je mets sur YouTube quand je commets des vidéos avec mon copain Éric de la Fontaine, Éric, lui, il fait souvent intervenir une méditation qu'il aime bien, c'est la méditation du sourire, du sourire au cœur, la méditation où il sourit aux organes, ok. Là, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que c'est quelque chose qui vient de HeartMath, qui est un institut auquel je donne des sous tous les mois pour les aider à continuer à travailler parce que c'est énorme ce qu'ils font.
Et donc, tout ce que fait HeartMath, c'est archi mesuré, c'est publié, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de détails par rapport à ça. Donc, je vais vous le donner, hein, cet exercice. Mais d'abord, il faut que vous sachiez que le bon équilibre entre cortisol et DHEA est particulièrement important. Bon, ainsi que de l'iode et du magnésium en bonne quantité. Mais enfin, ça, je vous expliquerai comment correctement les absorber. Hein, parce que, encore une fois, ce n'est pas avec des gélules que ça se fait. Et puis, on va commencer. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est ne pas bouger et observer votre état émotionnel. OK. Est-ce que là, en ce moment, là, je vous énerve depuis tout à l'heure avec tout ce que je vous raconte? Est-ce que ça vous fait rigoler doucement? Ou est-ce que vous êtes neutre? Oh non. Votre état émotionnel. Énumérez dans votre tête ce qui vous perturbe, mais vous pouvez aussi le dire à voix haute. Okay. Et une fois que vous avez énuméré tout, faites comme si vous étiez une mouche, que vous alliez voir à l'intérieur et que vous alliez faire un petit tour chez votre cœur. Coucou, le cœur. Et là, l'idéal, automatiquement, toujours, dès que vous allez voir votre cœur, il faut avoir envie de rigoler, il faut avoir envie de sourire, il faut lui sourire, il faut voir qu'il nous sourit. Ce petit cœur-là, il doit être content. C'est un petit cœur qui doit sauter. C'est sympa d'aller voir son cœur. Et alors, si vous ne trouvez pas qu'il sourit tout seul comme un grand, bah, il faut vous entraîner à penser à quelque chose d'agréable ou un truc qui vous fait sourire. Allez, je vous aide. Regardez votre cœur. Imaginez qu'il a des lentilles, des longs cils. Comme ça. Qu'il a un grand sourire. Qu'à chaque fois qu'il bat, il a le hoquet. Mais il s'en fout, il est mignon, il est gentil, il vous aime et tant pis s'il a le hoquet. Il est là pour vous, de toute façon. Il vous sourit, donc soyez sympa, souriez lui aussi. Dites-lui qu'il est mignon. Et remerciez-le de vous sourire. Mignon ce petit cœur-là. Et donc, ressentez la joie et la gratitude et adressez ce sentiment à votre cœur pendant une quinzaine de secondes ou plus. Donc, si vous faites le singe comme moi, mais bon, moi je fais le singe automatiquement dès que je suis en face du cœur parce que je trouve trop mignon avec ses grands cils, hein, puis sa petite bouche en cœur qui sourit. Alors, je le remercie d'être mon cœur. Et pour le moment, touchant du bois, il bosse bien. Et donc, je le remercie, je le remercie, je le remercie. Et vous en faites autant. Okay. Si vous n'étiez pas tellement bien avant, vous devriez sentir des changements dans votre perception de vous-même ou dans votre environnement. Une fois que vous avez été faire un petit tour chez votre cœur et que vous lui avez fait « Coucou, ça va, tout bien? Tu bats? Ouais, cool. Ça va chez toi? Ouais, moi, chez moi, ça va. Pas trop fatigué? Oh, non, ça va, ouais. Hyper important de dire merci à son cœur. Okay. Maintenant, c'est clair que plus vous allez être propre à l'intérieur, plus ça va être facile. En même temps, si vous étiez tout archi sale, vous ne seriez peut-être pas là en train de m'écouter, vous raconter mes histoires de cœur.
Donc, il y a des trucs de base à savoir. Hein. Et par exemple, bon, il y a des choses, parce que vous ne laissez pas rentrer n'importe quoi à l'intérieur. Hein. Donc, les trucs de base, c'est qu'on oublie le sucre, déjà. La fraise tagada, bon, alors peut-être la fraise tagada, mais pas tout le sachet, quoi. Okay. Il y a 2 grammes de vitamine C minimum par jour. Minimum. Hein. Celles qui ont suivi mon cours sur le pendule la semaine dernière, elles peuvent aller tester combien de grammes il leur faut par jour. Hein. Vitamine B5 et vitamine B, il faut prendre la vitamine B5 plus un complexe de vitamine B, parce qu'il n'y a jamais assez de vitamine B5 dans un complexe, par exemple. Le magnésium, le bon plan, c'est de le prendre via des bains de sel d'Epsom. Okay. Le fait de tremper 20 minutes dans un bain dans lequel on a mis des sels d'Epsom juste avant de rentrer dedans et qu'on reste là-dedans 20 minutes, ça vous fait pomper le magnésium des sels d'Epsom. La progestérone. Alors, j'ai été regarder en France, pardon, malheureusement, vous n'avez pas celle qui est conseillée par les Toubib intelligents. Il s'appelle comment déjà? Attends, je vous le donnerai tout à l'heure pendant les questions-réponses. Là, je ne peux pas sortir, je ne peux pas les regarder dans mes notes. Donc, Christiane Northrup, là, elle donne, comme elle est gynéco, elle donne sa préférée. Et j'en ai pris note, comme ça, je vous le donnerai tout à l'heure. Mais il faut la taille d'un poids en progestérone naturelle 1 ou 2 fois par jour. Il faut encore une fois tester au pendule qu'est-ce qui est bon pour vous. Et la vitamine D, ça, c'est feinté, c'est obligé. Que vous viviez en Chine profonde, en Afrique ou en Alaska, caca, vitamine D. OK, passez pas au travers. Et puis, bon, exercice, un minimum, pilates, yoga, qigong, ou alors là, la série que je donne dans le projet de l'été, vous avez déjà eu droit à ça l'année dernière. Je vous ai mis des exercices que je fais souvent, qui marchent. C'est des exercices que je préfère et qui sont adéquates pour les femmes de nos âges, je dirais. Et voilà, ça c'est un exemple que je donne dans le projet de l'été. Mais alors, le secret du métabolisme féminin, ça c'est autre chose. Il faut savoir que manger moins et faire plus d'exercice pour une femme qui a passé 40 ans, c'est même pas la peine. Okay. Par contre, produire l'hormone de croissance, ça oui. L'hormone de croissance humaine associée aux œstrogènes, ça fait fondre de barre. Et l'œstrogène, ça amortit les prises de poids issues du stress et ça amplifie la combustion des graisses. Donc, il faut en avoir. Et bon, évidemment, le problème, c'est que c'est plus difficile d'en avoir quand on est ménopausé, mais à ce moment-là, éventuellement, on peut toujours se prendre un petit peu d'œstrogène en crème en version phytoestrogène. Ou alors, on peut se faire des petites cures de tofu. Moi, c'est ce que je me fais en ce moment. Ouais, je suis très nulle en tofu. Par contre, les restos asiatiques, ils se débrouillent très bien. Et là, il y a un Coréen dans le coin qui fait des trucs pas mal du tout avec du tofu. Donc, bon, je me fais ma petite cure tofu régulièrement en allant bouffer chez le Coréen. Voilà. Si vous avez aucun problème avec le tofu. Ah oui, alors l'iode, effectivement, en teinture mère, ouais. Le truc, c'est de prendre une teinture mère qui se voit bien, une bien orange. Hein. Parce qu'il faut aller en peindre à l'intérieur de la cuisse. Il faut se faire un petit carré de teinture mère bien orange. Et puis, si votre corps a tout pompé dans les 24 heures, c'est qu'il vous en fallait encore. Si vous êtes encore 24 heures après bien orange, c'est que bon, tout baigne, vous n'avez pas besoin, basiquement. Maintenant, la clé de tout ça. Alors, il n'y a pas d'approche qui soit valable pour tout le monde, en dehors de vraiment apprendre à faire baisser le cortisol, qui est issu du stress, évidemment. Il faut se souvenir que tout est interconnecté en termes de production hormonale et de brûlage des graisses. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas essayer de brûler sans baisser le stress. Et le problème, c'est qu'on peut s'échiner comme on veut, à essayer de trouver des moyens de faire
si on bosse comme une dingue à rien bouffer et à faire de l'exercice, on va se stresser et ça va être contre-productif. Okay. Donc, lorsque le niveau de progestérone diminue, on peut ressentir des symptômes d'hypothyroïdie. Donc, ce qui en général, on est à plat et on n'arrive plus à maigrir. Or, un manque de progestérone peut faire chuter le niveau de GABA, donc augmenter l'anxiété et provoquer de l'insomnie. Et là aussi, vous êtes à plat. C'est la clé de comprendre. Et le manque d'oestrogène et de progestérone peut également entraîner un gain de graisse et des difficultés à brûler les graisses. Donc, dans les deux cas, c'est pas top. Donc oui, Maïté, si tu es en pleine cure d'hormones en ce moment, si tu fais de l'hormonothérapie, ça fout tout en l'air, hein, ça enlève tout et bref, ça rend les choses très compliquées. Et il faut savoir que l'insuline, c'est un magasin à graisse, que le cortisol, c'est l'hormone du stress, et que la thyroïde, c'est le gestionnaire métabolique. Et que donc, si vous n'avez rien qui va au niveau progestérone, œstrogène et GABA avant, enfin, donc, et progestérone et stress, etc., et bien automatiquement, si vous n'adaptez pas votre façon de manger, de faire l'exercice en fonction de votre cycle menstruel et de votre période de vie, vous n'y arrivez pas. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment adapter, adapter, adapter. Donc, on va voir comment ça marche. Il faut juste manger. Il ne faut pas se contenter de manger moins et de faire plus d'exercice. Ça va vous faire grossir au bout du compte, jamais maigrir. Il faut vraiment, quand vous vous sentez à plat, ne pas essayer de faire d'exercice. Et dès que vous avez un petit retour de bâton et que vous vous sentez mieux, il faut en profiter, il faut mettre le paquet. Mais disons qu'il faut d'abord, avant tout, vous débrouiller pour avoir des niveaux d'énergie normaux issus d'une bonne gestion de vos stress. Plus vous allez avoir la pêche, parce que vous avez une pêche naturelle, parce que ce n'est pas votre cortisol qui vous la fout en l'air, plus vous allez avoir les moyens physiques d'augmenter votre masse musculaire, de ne pas vous jeter sur la bouffe pour un oui, pour un non, pour compenser, parce que vous êtes fatigué, vous vous dites non, j'en peux plus, il faut que je mange un truc, etc. Tout ça, ça va venir au départ de comment vous gérez votre stress. Okay. Alors, c'est clair qu'il y a des huiles essentielles qui facilitent ces choses. Si votre métabolisme baisse, vous allez avoir besoin de manger plus qu'avant et vous allez devoir vous n'allez pas avoir non plus le courage de faire plus d'exercice. Hein. Bref, et puis vous pouvez avoir des variations hormonales aussi qui vous minent le moral, qui vous poussent au grignotage pour vous réconforter, etc. Donc là, je vous ai mis au point un petit mélange qui va vous aider à mieux éliminer les toxines qui empêchent de maigrir, hein, c'est classique. Hein. Ça va bosser sur votre système vasculaire. Et surtout, ça va vous mettre le moral au beau fixe. Et surtout, il y a pas mal de petites choses qui sont bonnes pour les hormones, pour l'équilibre hormonal, à savoir le géranium et le cèdre, de la classe là-dedans, le cyprès. Tout ça, ça va bosser dans le bon sens et sur votre foie surtout. Donc, vous avez... Bon, le fenouil, je ne sais pas si vous le trouvez encore en France. Si vous ne le trouvez pas, bah, vous le zappez et puis c'est tout. Hein, vous ne le mettez pas. Si vous le trouvez, bah, tant mieux. Et donc, le romarin, on s'en fout. Quand je dis romarin, peu importe, vous mettez celui que vous voulez. Vous pouvez prendre un verbenone si vraiment. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'importance en l'occurrence. Si ce serait important si vous vouliez en mettre sur un petit, hein, parce qu'on veut un romarin à ce moment-là qui soit doux sur la peau. Mais sinon, on s'en fout. Mettez ce que vous voulez. Okay. Donc, cette huile, vous ne la mettez pas n'importe comment. Okay. D'abord, vous vous douchez et puis vous aspergez avec de l'eau fraîche. Bon, quand il fera un petit peu plus chaud, ça sera plus facile pour vous. Moi, c'est très bien. L'eau fraîche en ce moment, impeccable. Vous vous frottez au gant de crin après vous êtes séché. Et pendant que votre peau est bien rouge, bah, vous mettez un petit peu de ce mélange d'huile dans la main. Vous l'étalez sur les zones à traiter. Vous vous pétrissez énergiquement
Bon, c'est mieux hein, si c'est quelqu'un qui vous le fait, hein, de préférence. Et puis, après, si vous pouvez, idéalement, vous enchaîner avec une bonne demi-heure de marche ou alors un petit exercice où vous enchaînez plusieurs fois des exercices que je vous ai donnés dans le projet de l'été, par exemple, entre les abdos et ce que je vous fais faire. Alors là, ça fait tout bosser de A à Z et ça, c'est l'idéal à faire après ce genre de petites choses. Ah, alors celles qui ne l'ont pas, je vous le dis, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure. Ça, c'est un bon complément de tout ce que je viens de vous dire là. Ça vous dit quoi et quand manger pour votre âge. Comment identifier vos faiblesses énergétiques avec les huiles qui viennent avec. Et puis alors surtout, mes 10 minutes d'abdos à se faire n'importe où debout. Les 10 minutes anti-stress qui raffermissent les cuisses, les fesses, à faire n'importe où aussi. OK, ça, vous l'avez là-dedans. Et ça coûte que 47 €. Voilà. Donc ça, c'est le projet de l'été qui sert à tout. Donc, vous l'avez. Vous avez tous les détails là.